Existe-t-il un lien entre bien-être et spiritualité? Est-ce que croire, méditer ou tout simplement écouter son intuition peut réellement avoir un impact sur notre façon de vivre et de nous sentir? Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller poser la question à une femme passionnée de spiritualité. Allez, je vous emmène avec moi. Un peu de ton parcours avec la spiritualité, etc. Avant que nous arrivions pour nous détendre, la spiritualité, toi, sincèrement, ça t'a apporté quoi de nouveau, de renouveau dans ta vie à toi? Alors, ça m'a apporté, et ça m'apporte toujours, déjà une meilleure connaissance de soi, des modes de fonctionnement, de comment on fonctionne, de comment je fonctionne. La connaissance intérieure, ça permet vraiment de se découvrir, de connaître nos limites, de les accepter et une meilleure acceptation de soi-même. Et puisqu'on en parlait, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc les aléas du quotidien, ça permet de relativiser, ça permet d'avoir une perspective différente, un regard différent qui fait que bien souvent les choses sont plus faciles en fait. J'adore, je sens que ce sujet va vraiment me passionner. J'ai hâte qu'on arrive pour vraiment continuer à développer plus parce que j'ai énormément de questions qui peuvent intéresser les personnes qui nous écoutent et surtout donner aussi un regard pas que positif sur la spiritualité mais pas, tu sais, ce regard négatif que beaucoup de personnes ont, la spiritualité c'est sectaire, etc. Et je pense que là tu vas pouvoir nous apporter ton regard à toi et ton expérience à toi. Je vais essayer en tout cas. Eh ben nickel, allez c'est parti, on se retrouve dès qu'on arrive à destination pour cette discussion. Et du coup, est-ce que dans la vie de tous les jours, le fait de pratiquer la spiritualité, etc., t'amène à être quand même plus paisible et à relativiser certaines situations à 100%. Bon, ça n'empêche pas que je pète des câbles. Hein. Ah oui, bien sûr, j'imagine, et heureusement, j'ai envie de dire, il faut que la colère s'extériorise au bout d'un moment. Oui, quand il y a une émotion, et elle ça se vit comme c'est, tu vois. Mais bien sûr, ouais. Ça aide quand même. C'est même pas la pratique de... Tu vas pratiquer la spiritualité, pour moi, ça va pas avec comme terme. C'est bête à dire, mais il y a une pratique spirituelle, effectivement, il peut y avoir de la méditation, il peut y avoir du yoga, des choses... qui sont des pratiques en elles-mêmes, mais la spiritualité, je pense que c'est le fondement même de notre être, en fait. Nous sommes des êtres spirituels qui avons oublié à quel point on était connectés à l'invisible, et du coup, on s'identifie à des choses qui sont passagères. Oui. Tu vois, tout ce que l'on voit, notre corps est éphémère. Tout ce qui fait que la vie se fait, on s'accroche beaucoup à des objets qui sont des objets finis et limités et définis dans le temps, alors qu'en fait on est beaucoup plus que ça. Oui, tout à fait. Mais donc des êtres spirituels de base, foncièrement en fait. Voilà. Je pourrais. Ah oui, je vois, mais honnêtement c'est super intéressant et on va pouvoir en discuter. On arrive du coup au Pili Pili. C'est parti, on y va. Allez, allons-y. Bon, on est bien calé maintenant, on va pouvoir enfin entamer, continuer du moins cette conversation que nous avons eue ensemble, qui a commencé en voiture. Donc du coup, tu nous expliquais tout à l'heure en voiture que la spiritualité, pour toi, on a compris que c'était quelque chose d'important, tu aimes ça. Moi, j'aimerais que tu nous expliques, la spiritualité, pour toi, elle est rentrée dans ta vie à quel moment? Le jour où je suis née, comme je dis toujours, et même avant. Ça peut se dire comme ça, bon, ça c'est pour la petite blague. Je pense que ça a été présent très très tôt en fait. J'ai toujours été comme attirée par tout ce qui ne pouvait pas s'expliquer déjà. L'invisible, beaucoup de choses. Tu vois, les fantômes, ça m'a toujours posé question depuis toute petite en fait. Et je pense que c'est vraiment quelque chose. J'ai toujours cru en une intelligence supérieure. On l'appelle Dieu, l'univers, le grand tout, peu importe. Et ça, je pense que ça a été quelque chose de toujours présent, en fait, d'aussi loin que je puisse me rappeler. Mais du coup, la spiritualité, c'est pas non plus quelque chose de religieux. Tu peux croire en Dieu, n'importe quel Dieu, et être spirituel. Ça n'a rien à voir. Pour moi, la religion,
Ça peut être un accès pour des personnes qui peuvent effectivement avoir un accès au spirituel via la religion. Mais je pense que la religion, c'est avant tout quelque chose fait par des hommes pour des hommes. Ok, voilà. Je vois. Pour moi, la spiritualité, c'est quelque chose qui est au-delà de la religion, quelque part. Ça pourrait... quelque part, je pense que les mystiques de toutes les religions savent beaucoup plus de quoi ça parle que la religion en elle-même, comme on la connaît, quand elle est très souvent, hélas, dogmatique. Oui, tout à fait. Ouais. Mais du coup, si quelqu'un qui nous écoute là et qui comprend rien à la spiritualité, et que pour cette personne-là, les personnes spirituelles, c'est des personnes perchées ou alors c'est sectaire, qu'est-ce que tu aurais à dire parce que je vais prendre mon exemple. Moi, j'y croyais pas du tout. Pour moi, c'était du n'importe quoi. Et j'ai rencontré quelqu'un sur Instagram qui aujourd'hui devient une très bonne amie. Malgré qu'on ne s'est pas encore rencontré. Et elle est coach et elle accompagne les gens. Donc, elle est spirituelle avec des méditations, tout ça. Et j'ai la chance qu'elle m'accompagne. Et en fait, depuis que je fais des méditations avec elle, mais je revis en fait. Et donc du coup, qu'est-ce que tu aimerais dire toi à quelqu'un qui dit que c'est sectaire? D'ailleurs, le mot sectaire, je pense qu'il est assez fort, tu sais, dans le développement personnel. Je pense que c'est bien qu'on en parle. Ouais. Alors déjà, le terme secte, il faut savoir que ça n'a pas le même sens dans toutes les cultures. Secte, la définition de base d'une secte, par exemple en Inde, c'est une religion qui est différente de la religion d'État. D'accord, ok. Voilà. Ça définit simplement une autre religion, mais qui n'est pas la religion d'État. Donc, quand on va en Inde, il y a plein de sectes. D'accord. Et ça n'a pas la connotation péjorative qu'on peut avoir en Occident, comme pour le mot gourou. Le mot gourou en Inde n'a pas du tout la même signification qu'ici en Occident. D'ailleurs, en parlant du mot gourou, tu aurais un truc à nous dire sur le film Gourou que je n'ai absolument pas vu d'ailleurs. Que je n'ai absolument pas vu non plus. D'accord. Par contre, il y a une très très bonne interview de Arnaud Rioux. Ok. Voilà. Et si c'est possible de mettre le lien dans les commentaires en dessous de la vidéo. Je regarderai la vidéo et après, il n'y a pas de problème. C'est très intéressant. J'aime beaucoup la façon dont il parle justement du terme gourou et de la façon dont, évidemment, en Occident, il y a eu des dérives et il y en a encore à l'heure actuelle, hélas. Effectivement, et je te rejoins tout à fait sur ce point-là. Et moi, malgré que j'ai pas vu le film Gourou, je pense que je le verrai un jour ou l'autre. Mais je pense qu'aussi, ce film-là, même s'il est un peu surfait et ça reflète pas tous les coachs et ni la spiritualité, ni le développement personnel, et dans son grand axe, mais c'est aussi qu'il y a eu quand même beaucoup de dérives avec des personnes qui étaient peut-être en dépression dans une période très compliquée et qui finalement elles se sont laissées endoctriner par des coachs qui étaient qui avaient pas un bon fond. Et c'est ça qui est intéressant je trouve aujourd'hui dans notre rencontre, qu'on peut essayer de recadrer tout ça avec ton savoir. Alors dans le fait où toi, tu pratiques et surtout tu m'as dit une fois quelque chose qui est super intéressant, c'est que tu m'as dit de ne jamais rester avec quelqu'un qui dit toujours moi je. Si tu peux développer. Oui, c'est-à-dire que le propre de la personne qui va vouloir avoir de l'ascendance et qui va chercher à isoler les personnes des autres. En fait, quelqu'un qui va te dire « oui, mais moi je sais ». Eux, ils ne savent pas, mais moi je sais. Cette personne-là, il faut la fuir en fait. C'est pas comme ça que ça se passe en fait. Toutes les personnes que j'ai pu rencontrer qui ont vraiment des choses à transmettre et qui sont vraiment des guides. J'aime bien le mot guide. Je trouve que c'est joli aussi, j'aime beaucoup. Oui, c'est un guide dans la mesure où, ayant pratiqué le chemin, quelque part, il éclaire un petit peu le chemin et c'est pas lui qui le fait à notre place. Tout à fait. Voilà. Donc s'il sert un petit peu de lumière jusqu'à ce que la personne fasse elle-même sa propre expérience. Et une personne qui va dire « oui, mais regarde, là, ça se passe comme ça, c'est comme ça. Moi, je sais, les autres, ce qu'ils font, c'est pas... Tu sais, nous, c'est quand même supérieur. » Là, il faut partir en courant. C'est pas comme ça que ça se passe, en fait. Les personnes que j'ai pu rencontrer qui sont des guides vraiment de grande qualité, selon moi, et encore, ça n'engage que moi, à chaque fois, c'est des personnes qui vont jamais avoir envie de convaincre. Jamais. Ils vont proposer, c'est des gens qui sont très à l'écoute et jamais ils ne diront ah non mais il faut pas que tu ailles voir les autres, quoi. Au contraire.
Oui, mais du coup, c'est pas non plus méchant si, par exemple, on va prendre un exemple un petit peu bateau, mais on sent qu'il y a quelqu'un qui est en danger. J'irai pas jusqu'à dire en danger de mort, mais en danger quand même, et on va lui dire non, n'y va pas. Surtout, c'est trop dangereux pour toi. Je sais ce que je dis. Après, je pense qu'aussi qu'il faut faire attention à toutes les interprétations qu'on peut. Bien sûr. Mais en fait, tout dépend du contexte toujours, en fait. Évidemment. Quelqu'un qui va être en relation avec une personne qui va se retrouver dans une position de faiblesse par rapport à elle et qui va laisser son propre pouvoir à l'autre, c'est quelque chose où, évidemment, si elle est entourée, si elle a des gens bienveillants autour d'elle qui s'en rendent compte, elle aura besoin de cette énergie-là. Mais quelquefois, on peut rien faire d'autre que de regarder et d'assister et de simplement être là. Parce qu'une personne qui est sous emprise, pour l'avoir vécu, c'est quelque chose de... On ne laisse pas la place aux autres. Okay. On ne laisse pas la place aux autres pour nous aider. Donc, d'être entouré, c'est important. Et que les personnes soient là quand il y a besoin, c'est important. Mais quelque part, il y a des fois où on n'a pas le choix de faire cette expérience pour se rendre compte qu'on a laissé notre propre pouvoir et que c'est pas comme ça que ça doit marcher. C'est beau ce que tu dis, tu m'en donnes les frissons. Et je vais rebondir sur ce que tu as dit que tu es resté un moment sous emprise. Donc même si tu veux pas rentrer dans les sujets, peut-être que tu veux, c'est toi qui vas nous dire. Mais à ce moment-là, tu étais déjà, donc tu connaissais la spiritualité à ce moment-là. Comment on fait? Alors je pense qu'il ne faut pas non plus être que spirituel pour se sortir d'un chemin toxique, d'une personne toxique, mais comment ça t'a aidé toi? Je pense que ça a dû t'aider quand même quelque part à te sortir la tête de l'eau, à remonter la pente. C'est une grosse question. Comment j'ai fait? Il y a un moment où en fait on n'est jamais tout seul. Même si on a l'impression qu'on est tous séparés et qu'on est tous... des petits êtres isolés dans un grand univers dangereux et malveillant, c'est faux. Et on n'est jamais tout seul. Et quelque part, il y a des moments où, si on est réellement honnête avec soi-même, on peut sentir ce qui est juste ou non par rapport à soi. Quelqu'un qui va vouloir avoir le pouvoir sur l'autre, ça va forcément aller avec l'oubli de soi. Il va nous demander de nous oublier. Et ça, c'est pas possible. Et ça, intrinsèquement, foncièrement, si on est réellement honnête avec soi-même, on va le savoir. Ouais, mais ça peut prendre des années. Mais ça peut prendre des années. Mais ça, c'est le chemin de chacun, clairement. Et tu parlais de l'entourage. Moi, je sais que j'ai eu la chance d'être très entourée à ces moments-là. Par des personnes, des amis proches qui ont été capables de me dire « mais t'es sûre ?» Bon, je sais pas, hein, t'es sûre de ça, de ce qui se passe? Jusqu'à ce que j'ai la force et la capacité de me dire « non mais en fait ça, c'est pas normal ». Et petit à petit, la graine a germé et petit à petit, j'ai aussi eu... je suis allée voir des thérapeutes qui m'ont énormément aidée. J'ai pratiqué des choses comme la sophrologie, le neurotraining, j'ai fait des séances d'énergétique, je faisais déjà de la méditation à l'époque. T'étais encore avec cette personne-là? Ouais. Et ça t'a donc du coup tout ça t'a m'a aidé? Énormément aidé. Parce qu'en fait, je pense que quand une personne subit l'emprise de quelqu'un d'autre, de toute façon, ça montre simplement un déséquilibre au niveau de l'énergétique. Quand une personne est réellement en équilibre au niveau énergétique, il n'y a pas forcément la place pour que même elle rencontre ces personnes-là. Ou en tout cas, si elle les rencontre, il n'y a rien qui se fait, parce qu'il n'y a pas de prise. S'il y a une prise, c'est parce que la personne elle a quelque chose à apprendre de ça. J'aime beaucoup ce que tu dis. Il ne faut pas le rejeter, en fait. Ça me fait beaucoup de sens. Ça me fait repenser aussi à une ancienne relation que j'avais. Et après, c'est vrai que dans un couple, on s'oublie souvent, surtout nous les femmes. On ne peut pas dire le contraire entre les enfants, la charge mentale, la vie de tous les jours, enfin le travail, etc. On va avoir plus tendance, nous, à s'oublier que les hommes. Donc, c'est pas parce que ça se passe comme ça que c'est une relation toxique non plus. Non. Mais je pense que tu as entièrement raison. Il faut se recentrer sur soi, en fait. Mais c'est pas parce que ça se passe comme ça que c'est une relation toxique. Ok. Et
Je sens que j'adore ce que tu vas dire. Je ne vais pas dire le mais, je vais dire le et. Quand la personne, parce que on parle des femmes, mais quelquefois c'est l'inverse aussi. Hein. Tout à Il y a fait. des hommes qui sont sous emprise aussi. Tout à fait. Mais quand la personne se rend compte qu'elle s'oublie, qu'il faut qu'elle pense plus à elle et qu'elle se met en chemin comme ça, si la relation est véritable et que l'amour est véritable entre les deux personnes, l'autre s'adapte et se transforme en même temps. Et en fait, on se fait grandir à deux. Et, oui, et c'est ça la magie du couple. Et quelquefois, ça ne le fait plus. Parce que simplement, les bases n'étaient pas favorables. Mais du coup, si une personne fait un travail sur elle et que l'autre personne reste comme elle est, je parle dans un couple, il va avoir automatiquement un déséquilibre qui va se faire de plus en plus. Hein. Par la force des choses. Mais quelque part, c'est pas obligé que ça se passe dans le déchirement non plus. Okay. Ça peut se faire en douceur aussi. Et quelquefois, même si l'autre ne donne pas l'impression de travailler sur lui, en fait, il y a énormément de choses qui se passent dans l'invisible. Donc, c'est pas parce que l'autre ne fait rien, apparemment, qu'il grandit pas. D'accord. Il faut pas tout rejeter tout le temps. Oh, tu te rends compte, mais lui, il médite pas, oh là là, machin, truc. Ouais, mais tu sais pas, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, tu sais pas ce qu'il fera. Oui, et puis du moment que si toi, finalement, la personne te laisse faire ce que tu as envie aussi, il accepte et du coup, c'est comme ça qu'il y a une base solide. Complètement. Et puis moi, j'ai des amis qui sont très spirituels dans leur façon d'être et qui sont avec des compagnons pas du tout, en apparence. Okay. Parce que dans leur façon de vivre, dans leurs valeurs humaines, dans la relation aux gens, dans leur bienveillance, mais ils sont plus spirituels que certaines personnes qui le prêchent. Okay. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, la spiritualité, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre dans une catégorie. On peut pas mettre une étiquette. C'est pas ça. Pour moi, comme je le disais, je pense qu'on est avant tout des êtres spirituels qui se sont oubliés. Et on peut être spirituel en cultivant son potager et en faisant pas de bruit ni quoi que ce soit, mais simplement en étant dans l'amour, dans le cœur, en s'occupant des légumes, en faisant du bien autour de soi à notre mesure. Et cette personne-là sera beaucoup plus spirituelle que quelqu'un qui va aller faire des émissions sur YouTube en disant « il faut faire comme ci et comme ça parce que sinon, c'est le trépas, la damnation éternelle ». Non, c'est... Pour moi, le jardinier est plus spirituel. Et en plus, il travaille dans la nature, dans la terre. Ouais. Et ça, c'est super. C'est valable pour tout. Tu vois, un mécanicien qui fait les choses avec le cœur, pour moi, le spirituel est très en lien avec le cœur. Oui, je suis d'accord. On ne peut pas l'enlever. Je suis complètement d'accord avec toi. Et quelqu'un qui va faire ce travail, alors la méditation est un très bon outil parce qu'on est toujours, sollicité par des quantités d'informations impressionnantes. On est toujours sollicité pour mettre notre attention à l'extérieur. Quand il se passe des choses, c'est la faute de l'extérieur. Quand quoi que ce soit en fait, et on a toujours le regard tourné vers l'extérieur. La méditation, elle nous ramène à porter le regard sur l'intérieur. Donc, c'est une occasion de pouvoir calmer toutes les manipulations mentales qu'on s'auto-crée. En fait. Tout à fait. Dans les traditions, ils ont coutume de dire que le mental est un très très bon serviteur, mais un très mauvais maître. Le problème en Occident, c'est qu'on est quasiment, presque tous, complètement esclaves de notre mental. On part dans des films, on se persuade de certaines choses qui n'ont aucune existence véridique, mais on s'en persuade, on se perd dans des films, on se fait des nœuds, du stress. Et au final, pouf, c'était pas ça. Mais tu sais que moi, il y a 2 choses qui m'aident énormément pour ça. C'est la méditation que j'ai appris grâce à Cyrielle. Si tu vois cette vidéo, tu te reconnaîtras. Et c'est avec elle que je fais mes méditations toute seule, j'arrive pas encore. Et c'est l'écriture. Oui, l'écriture est un super médium. C'est les 2 choses. Et là, si tu veux, je suis rentrée dans une nouvelle ère. Et je pense que c'est un lien avec la pleine lune qu'on a vécue. Et c'est pour ça que je trouvais intéressant cette rencontre aujourd'hui, c'est en fait j'ai décidé de recréer ma nouvelle identité, de laisser la Vanessa qui a vécu une dépression, qui voyait beaucoup de négatifs, qui était toujours dans le négatif et qui disait que tous ses projets c'était des flops, etc. Et j'ai écrit toutes ces versions-là et j'ai brûlé la feuille. Je l'ai fait hier pour être honnête et en fait j'ai l'impression que
J'ai changé déjà rien que ce matin, beaucoup de choses. Je me suis réveillée avec le sourire. J'essaye de sourire face au miroir parce que quand tu montres un visage strict, à ce qui paraît, ton cerveau... Ah, ça, c'était un des exercices. Il y a eu une période où je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que ce que je cherchais, il fallait que je le trouve en moi. Ce que je cherchais à l'extérieur, il fallait que je le trouve en moi. Et comment on fait ça? Alors, l'exercice du miroir, c'est très bien. Moi, ça m'a énormément aidée pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'à un moment, le besoin se fasse plus sentir. Enfin, c'est pas un besoin, parce que des fois, c'est un exercice et j'ai pu des fois me forcer un peu pour le faire. Mais l'exercice dans le miroir, dans la salle de bain, face au miroir, enfin, peu importe où, mais face au miroir, se regarder dans les yeux et se dire « je t'aime ». Ça doit être dur quand même. Pendant la première fois, j'ai réussi 1 minute. Et puis petit à petit, j'ai essayé d'augmenter un petit peu, donc 2 minutes, 3 minutes. Et c'est bien de pouvoir aller jusqu'à 5 minutes. Mais c'est pas bizarre, parce que moi, quand je disais je me regarde, en fait, c'est pas vraiment moi, je regarde, c'est mon sourire que je regarde dans le miroir. Mais de se regarder rien qu'une minute droit dans les yeux, en se disant je t'aime. Ça doit faire bizarre. Essaye. J'ai essayé. Alors, et vous aussi essayez du coup? Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer, notamment quand il y a la petite voix à l'intérieur qui dit « Qu'est-ce que tu racontes? Mais n'importe quoi! Mais t'as vu ta gueule? Non mais franchement, tu dis que tu t'aimes mais c'est pas vrai. Pourquoi tu le fais? Franchement. » Et en fait, de laisser passer cette petite voix qui va continuer à essayer de... Parce qu'en fait, on se sort de notre connu. Eh oui. Donc, il y a cette sollicitation pour essayer de rester dans le connu. Mais du coup, si on passe outre, la petite voix, au bout d'un moment, elle lâche prise. Et voilà. Et donc, le jour où on s'aperçoit qu'on peut se dire « je t'aime » vraiment dans les yeux, sincèrement, déjà, ça fait beaucoup de bien et la vie commence à changer. Et à la suite de ça, il y a vraiment eu un moment où, spontanément dans la voiture, il y a une bouffée d'amour qui arrive et je me sentais amoureuse. Et amoureuse de qui? Et de la vie, en fait. C'est beau ce que tu viens de dire. Et ça, c'est tellement nourrissant. Ah ouais, complètement. Ah ouais, c'est formidable. Quel est l'écart à ne pas faire pour entrer vraiment dans ce schéma où ça va être vraiment trop, et là je reviens un peu aux sectes, donc c'est vraiment l'écart. Donc tu nous as quand même dit de ne pas écouter les personnes qui vont te dire moi je sais, eux ils savent pas, mais tu sais, une personne quand peut-être elle en demande trop, que par exemple elle peut pas se passer de son guide, là je pense que c'est une alerte quand même. Ouais, je pense qu'il y a un phénomène de liberté. Parce que le but c'est que les gens y arrivent tout seuls. Le but c'est que les gens soient libres. Voilà, c'est ça, exactement. C'est d'être libre de tout quelque part. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus rien faire, pas aller travailler et tout. C'est pas du tout ça. Oui, mais surtout, toi, tu enchaînes 2 travails, donc voilà. Voilà. Moi, j'étais à 2, donc tu vois. Non. En fait, ce qui est toujours important, c'est que la personne ne soit pas dépendante de l'enseignant. Ça, c'est hyper important. Donc, si on se rend compte qu'on devient dépendant et que la personne crée cette dépendance, il faut fuir encore une fois. Ouais, c'est pas conseillé parce que chacun a ce qu'il a à vivre, mais il faut faire attention à ça. Ouais. Ouais, est-ce que les échanges que j'ai, est-ce que quand je vois la personne, quand je passe du temps avec elle, quand je ressors, est-ce que je me sens mieux? Est-ce que je me sens plus libre? Est-ce que je suis libre de lui claquer la porte et de plus la voir le lendemain ou pas? Et après, donc ça c'est je suis complètement d'accord avec toi et c'est très bien que tu l'aies dit. Après, à contrario, il y a aussi des fois des coachs ou autres guides qui, tu sais, ils vont t'élever et au bout d'un moment, quand tu vas être OK à vouloir couper les ponts avec eux, à vouloir t'élever toute seule, à vouloir faire tes propres expériences toute seule, ils vont te dire non mais ce que tu fais c'est nul, hein, t'es pas encore assez prête, reviens vers moi, tu sais, ils vont te tirer comme ça. Ça, c'est dangereux aussi. Il faut partir en courant. Ok. Ouais. Après, non, mais ça, c'est nul. Enfin, s'il y a de la rivalité, s'il y a de la manifestation, du rabaissement de l'autre, enfin, toutes les personnes avec qui vraiment j'ai pu parler, que j'ai pu rencontrer, avec lesquelles je me sens réellement en parfaite confiance, il n'y a jamais eu ce genre de discours. Ouais, jamais. C'est ce que c'est toxique, jamais, là. Jamais. Non.
Ouais, faut faire attention. Et encore une fois, on apprend tous le discernement dans notre vie, mais on l'apprend avec nos gouvernants, on l'apprend avec nos religieux, on l'apprend avec nos patrons, on l'apprend avec nos enfants, avec nos conjoints. Toute la vie nous permet d'apprendre, en fait. On est toujours dans un apprentissage et dans un apprentissage permanent de mieux savoir qui on est, ce qui est vrai pour soi, et de mieux discerner. En plus, à cette époque, on vit une époque où il y a tellement d'informations, mais on est en surinformation totale. Le discernement. Évitez les réseaux où on vous balance tellement de choses. En plus, des réseaux qui n'ont qu'une idée en tête, c'est de vous garder le plus longtemps possible sur le fil. Bon, ceci dit, mon média passe sur les réseaux. Oui, ton média passe sur les réseaux, mais après, évidemment, et il y a énormément de guides que j'ai pu rencontrer via les réseaux. Oui. Il faut faire attention à comment on les utilise. Oui, c'est exact, je suis d'accord. C'est juste, avec un couteau, on peut tuer quelqu'un ou on peut libérer une personne. Oh, c'est beau ce que tu viens de dire. Oh, j'adore. Oh, je vais te le piquer. Avec un couteau, on peut tuer quelqu'un ou on peut Ah ouais. Libérer des liens, quoi. Mais oui, carrément. Ah oui, bah après, ça marche avec l'électricité. Avec une électricité, tu peux cuire une personne ou cuire un œuf pour la nourrir. Ouais, j'aime bien celle du couteau, par contre. Voilà. Ah ouais, j'aime beaucoup. C'est une belle métaphore que tu nous as montrée. C'est pas de moi. Hein. Et je voulais aussi rebondir. Tu as écrit un livre. Oui. Que j'ai encore oublié parce que je l'ai à la maison et j'ai dit il faut que je le mette dans le sac et bien entendu avant de partir je l'ai oublié, c'est tout le temps comme ça. C'est pas grave. J'ai pas oublié les micros déjà, c'est bien. Et mais du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce livre? Alors ce livre, ça correspond à mon arrivée en Corse. Quand j'étais toute jeune, j'écrivais beaucoup et je versais beaucoup toute la colère que je pouvais avoir, tout le noir, l'adolescence, quoi, normal. Et il y a eu un moment où j'ai arrêté d'écrire en me disant la prochaine fois que je reprendrai la plume, je serai capable d'écrire quelque chose de positif. Donc j'ai posé pendant des années. Et quand je suis arrivée en Corse les premières fois, il y a eu, je pense, toute la magie de la nature, la force de la terre corse, parce que cette terre granitique, c'est vraiment précieux. Il y a beaucoup de quartz dans le granit, donc c'est une terre qui est vraiment transformatrice pour moi, vraiment. Je pense que la Corse, elle n'a pas peur de te mettre à nu et de te faire découvrir en fait. C'est exactement ça. Elle a ce pouvoir. Pour énormément de gens. Complètement. Et le plus souvent inconsciemment d'ailleurs. Oui. Il y a eu beaucoup d'inspiration qui est arrivée et j'ai recommencé à écrire. Et c'est vrai que ça a changé parce que même quand j'arrivais à utiliser la plume pour verser ce qui n'allait pas, les colères, l'écriture se transformait toujours pour finir sur quelque chose de positif. Et puis un jour, j'ai repris des cahiers comme ça que j'avais écrits, parce que j'en avais quelques-uns. Et puis, ce que j'ai lu m'a fait du bien. Et je me suis dit, si ça me fait du bien, peut-être que ça peut faire du bien à quelqu'un d'autre. Donc j'ai commencé un travail de compilation qui m'a demandé des années. Et un jour, le livre a fini par sortir. Alors, il n'est pas toujours super facile à trouver parce que j'ai trouvé une maison d'édition qui est alternative, qui n'imprime que à la commande. Okay. Et donc, si les gens sont intéressés, il faut vraiment aller sur le site de Edilivre, cette fameuse maison d'édition, qui fait des choses super d'ailleurs, par ailleurs. Et il faut taper le nom du recueil. Et on mettra tout dans les liens. Voilà, pour pouvoir avoir accès au livre. Donc, c'est un peu fastidieux, des fois les gens ne le font pas toujours. Mais... Oui, mais ils aiment la facilité. Ouais, on aime tous la facilité, mais on mettra quand même le lien de ton livre. On peut, pour les gens qui habitent à Porto Vecchio, le livre est disponible, il y a encore quelques exemplaires à l'artisanat, à la boutique de Christelle en Hauteville, boutique d'artisanat régional. Okay. Très très jolie boutique d'ailleurs, soit dit en passant. Ouais. Un petit coup de pub. Écoute, tant qu'à faire. En plus, je voulais l'interviewer Christelle, parce qu'elle était partie vivre au Canada. Ouais. J'en dis pas plus parce que à voir si elle veut. Et si elle veut, du coup, ça peut être intéressant. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais si je te disais que pendant 5 minutes, j'oublie toute la spiritualité? Comment tu me ferais comprendre ce que c'est la spiritualité? Je te dirais que la spiritualité, c'est l'air qu'on respire. Ouais, pas mal. C'est l'amour qu'on vit, c'est un peu l'essence de ce qui nous anime et c'est ce qui fait que la vie est ce qu'elle est. Ouais, j'aime beaucoup. Et c'est un peu simpliste, mais c'est ça. C'est ça, pour moi, c'est ça. Qu'est-ce que tu dirais maintenant à la Virginie d'il y a 20 ans? Ouf. Je lui dirais que quel que soit ce qu'elle peut traverser
et que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que de toute façon, tout passe toujours. Eh ben, merci beaucoup Virginie pour cette rencontre, c'était vraiment formidable. Merci Vanessa. Je te fais le bisou et je te dis à bientôt. À bientôt. À bientôt, merci. Abonne-toi.